Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue sur cet atelier de facilitation graphique. Donc, c'est un atelier de redécouverte puisqu'il s'adresse à la fois aux personnes qui ont déjà suivi des formations en facilitation graphique et qui ont envie d'une petite piqûre de rappel, et aussi aux personnes donc, qui ont envie de découvrir de quoi il s'agit, comment ça marche et apprendre un petit peu les b.a.-ba pour se lancer ou pour aller aussi plus loin en facilitation graphique. Donc, je m'appelle Fanny Monod-Mitrev et je suis formatrice et facilitatrice graphique à Percolab Coop. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Sophie, qui est dans l'équipe de Montréal. Oui, merci. Bonjour à tout le monde, je suis contente de vous voir. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va se passer en plusieurs étapes. Donc, nous allons faire un premier temps. Donc là, pour l'instant, on est sur le temps de cadrage qu'on est en train de faire tous ensemble. On aura un temps d'inclusion pour se mettre ensemble. Vous parlez un petit peu de la facilitation graphique, qu'est-ce que c'est et surtout de quels ingrédients est-ce qu'elle est composée. Et ce qui va nous intéresser en particulier pour cet atelier, c'est vraiment l'application. Donc, se poser une question, y répondre et voir comment ça se passe quand on passe par le dessin, ce que ça nous apporte en particulier, et avoir des temps de retour autour de ce dessin avant d'aller sur la clôture. Donc, pour commencer, on va se faire un temps d'inclusion. On a besoin d'une feuille de papier et de quelques feutres de couleur à portée de main. Ce qui est super avec la facilitation graphique, c'est qu'on peut parfois simplement faire une activité courte de démarrage et déjà s'inspirer de ces méthodes-là. Il en existe plusieurs. Donc, pour aujourd'hui, je vous propose dans quelle énergie j'arrive à cet atelier. Donc, la proposition, c'est de répondre en abstrait. Donc, énergie, est-ce que je suis plutôt pip, calme plat? Est-ce que je suis très, très énervée et c'est du rouge, c'est des pics, ça va dans tous les sens? Donc, plutôt voilà, des formes, des couleurs qui ne vont pas vraiment représenter quelque chose, mais qui expriment l'énergie dans laquelle vous êtes là maintenant en commençant cet atelier. C'est parti. On prend 2 minutes de dessin et ensuite, on le partagera à l'écran. Ok, donc en abstrait, comment est votre énergie en commençant cet atelier? C'est parti. Hop, et ça nous permet de voir un petit peu comment est chacune. Avant d'aller sur les outils, comment on dessine les bonhommes, les machins et tout ça, j'ai toujours trouvé intéressant que c'était important de pouvoir vous dire de quoi il s'agit quand on parle de facilitation graphique. Et donc là, c'est la partie de topo, ça dure 5 minutes, sur Kesako, la facilitation graphique et la pensée visuelle. Donc, c'est deux termes qui sont mis ensemble et qui sont comme les deux faces d'une même médaille. Et le principe, c'est la facilitation graphique, c'est un ensemble de techniques au service d'un groupe ou d'un projet. Donc, ça sert vraiment d'aller d'un point A à un point B. Et il y a deux outils qui sont quand même assez connus, ce qu'on appelle le sketchnoting, ou en québécois, le croque-image. C'est le fait de prendre des notes de manière illustrée, donc avec texte, image et une structure non linéaire. Et le scribing, voilà, avec l'accent qui va bien, qu'on peut traduire par capture graphique en temps réel, c'est un peu plus long, et qui va finalement reprendre un peu le même principe de prendre des notes, mais cette fois sur des grandes surfaces, et qui du coup vont avoir un usage différent. Donc, il existe beaucoup d'outils de facilitation graphique. Il existe des outils qui sont très rapides. Je fais un dessin, hop, je le montre et ça suffit. Ah, je vais créer des synthèses. Et ça, en fait, c'est des questions d'usage. Donc, on peut utiliser nos outils de facilitation graphique soit pour des questions individuelles ou pour une problématique collective. Et on peut le faire en synchrone, c'est-à-dire en direct, ou on peut le faire en asynchrone, c'est-à-dire avant ou après le moment où l'information est générée. Par exemple, si je fais ma prise de notes, en général, c'est pendant que j'écoute. Je ne vais pas prendre toutes les informations et 2 heures plus tard, une fois rentrée chez moi, réagencer en prise de notes. Dans ce cas-là, autant que je fasse directement un document, type poster ou quoi que ce soit, ou infographie,
parce que ça va avoir un usage. Si c'est pour moi mes notes, autant que je le fasse en même temps que je suis en train d'écouter. Et on a aussi, par exemple, le scribing, cette grande fresque. Je la fais rarement que pour moi, sauf si je veux redécorer mon salon. Mais si j'ai besoin de faire une fresque de 3 mètres, c'est parce que je suis avec d'autres personnes. Donc, c'est pour ça qu'on a un usage collectif. Et c'est plus intéressant de le faire quand j'ai des personnes qui sont toujours dans la salle. Si j'ai fini ma fresque et que tout le monde est parti, bon, ça a un peu moins d'intérêt. Donc, tout ça pour vous montrer qu'il y a des usages différents, qu'il y a des formats différents et tout est possible. Donc, même pour commencer, si vous faites de la prise de notes rien que pour vous, c'est déjà de la facilitation graphique. On n'est pas obligé de déjà le communiquer. Et on peut faire des choses très simples comme des choses très élaborées. Moi, je dis, c'est souvent comme quand on reprend le sport ou quoi que ce soit. On y va tranquillement au début, il ne faut pas trop se mettre en danger, en tout cas être dans une position confortable, parce qu'on est là aussi pour apprivoiser notre créativité. Notre créativité, elle est nourrie de notre capacité à représenter des images qui font sens. Et c'est ça qui est activé à travers la pensée visuelle. Donc, la pensée visuelle, c'est vraiment quand je vous dis, par exemple, Marguerite, là, dans votre tête, il n'y a pas le mot Marguerite. Il y a l'image d'une fleur. Moi, j'ai dit aussi d'une vache, parce qu'il y a des vaches qui s'appellent Marguerite. Bref. Donc, c'est des images qui vous viennent. Donc, c'est ça, c'est ces images qui nous viennent et ces images qu'on va chercher à mettre sur le papier et qui vont nous offrir un autre champ de possibles que les mots, que le linéaire, que le texte habituel. Et ça, ce genre de démarche, on le retrouve dans la pensée design ou design thinking, avec cette idée qu'on cherche à faire un pas de côté créatif et ça va nous ouvrir d'autres portes. Donc, la facilitation graphique, c'est incroyable, ça vous change la vie et je pense que ça peut résoudre toutes les problématiques du monde et de l'univers. Mais en tout cas, pour nous, ça nous sert surtout pour la créativité, ça vous l'avez compris, pour la compréhension. Donc, c'est pour ça quand on est sur des sujets sur l'environnement, l'éducation, la mobilité, tous ces sujets, on va dire, de société où on a besoin de mettre en lien plusieurs choses en même temps. C'est pas aussi simple que des sujets, on va dire, classiques où il y a ça, puis ça, puis ça. Là, on est sur quelque chose qui est vraiment plus complexe. Bon, on arrive à le mettre à jour, à le montrer avec les outils visuels. L'apprentissage, la mémorisation. Donc ça, il y a plein de chiffres qui existent, mais il y en a deux que j'aime bien citer. Il y en a un, c'est on retient 6 fois plus un mot associé à une image qu'un mot tout seul. Donc ça, je trouve ça quand même pas mal en termes de chiffres. Et aussi, on retient 29% de plus quand on gribouille en réunion que si on faisait simplement écrire. Parce qu'en fait, ça ancre dans notre cerveau, comme ça, des notions, des idées. Donc, on comprend mieux, on retient mieux et on a plus d'idées avec la facilitation graphique. Ça, c'est vraiment les premiers effets. Et après, les deuxièmes effets qu'on va vraiment chercher à avoir, c'est au niveau de la collaboration. Donc, si j'arrive à m'exprimer peut-être autrement, je vais peut-être être plus précise aussi dans mon explication. Donc, je vais pouvoir mieux travailler avec d'autres personnes. C'est aussi une sorte d'hygiène mentale, d'attraper le crayon, de prendre le temps, un trait à la fois, de pouvoir exprimer une idée. Ça fait du bien. On ne peut pas faire du multitâche en facilitation graphique. Parce que si vous pensez à autre chose que ce que vous êtes en train de faire, ça ne va pas donner ce que vous vouliez faire. Croyez-en mon expérience. Et enfin, c'est sympa, c'est rigolo, ça apporte un peu de joie. Quand si vous dessinez un bonhomme content qui saute avec les 2 bras en l'air, eh ben, ça vous fait aussi quelque chose et ça vous apporte aussi une satisfaction de voir les choses posées sur le papier. Alors, convaincu? On s'y lance? Hein, ça paraît pas mal. Et vous allez voir qu'il suffit d'une feuille de papier, d'un crayon et le monde est à vous. Je vais vous proposer donc de voir les outils, les ingrédients de facilitation graphique pas à pas. Et pour cela, je vais faire un changement de support. Le premier ingrédient de la facilitation graphique, c'est le texte. Puisque quand on va exprimer nos idées, on peut les dessiner, mais on peut aussi tout simplement les écrire. Parce qu'on a plein de manières d'écrire. Quand on écrit, on dessine déjà. Quelles seraient un peu les différentes manières que j'aurais de faire varier l'écriture d'un mot? Donc là, vraiment, aller chercher pas très loin, le plus simple possible. Effectivement, on a un majuscule, hop,
Les minuscule, couleurs. les couleurs. Donc, moi, je suis sur tablette, mais évidemment, tout ce que vous pouvez faire sur tablette, vous pouvez le faire sur papier, simplement que ça rend mieux à l'écran. Hop, on peut aussi écrire en relief, par exemple, avec des contours, en gras, en italique, en souligné. Donc, je vous fais juste la première lettre parce que ça va plus vite. On peut aussi faire avec style, avec empattement, etc. Et en fait, si vous voulez, juste en changeant la façon d'écrire le mot, ça lui donne déjà une petite personnalité. Donc, pour pratiquer cela, je vous propose de prendre un mot court et de faire varier la manière de l'écrire. Donc, toi, moi, il, oui, non, mot. Voilà, tout ça fonctionne pour s'entraîner à écrire de plusieurs manières, au moins deux, trois, un même mot. Donc, vous voyez ici, si je prends mes oui, donc ça fait oui, oui, oui. Donc, la manière dont j'ai d'écrire le mot, ça véhicule un message, une intention, et on peut voir que finalement, même là, sur ce qui est déjà présent sur mon document, entre mon titre, ma petite présentation, comment j'ai écrit au milieu l'intitulé de mon document, bah, tout ça donne une intention. C'est un peu comme si on faisait des nuages de mots. Ça peut donner à voir comme ça des idées. Et on peut aller un petit peu plus loin. Il y a des mots qui ont aussi une connotation visuelle. Et ça, on les appelle, en tout cas, moi, je les ai appelés les mots expressifs. Si, par exemple, je veux écrire le mot pluie, est-ce que pour vous, il y a une écriture qui convient particulièrement? Une couleur, peut-être, que vous inspire ce mot? Comment est-ce que vous l'écririez? Donc, je pourrais écrire ça, et tu me disais avec des points ou de l'eau qui flagelle, c'est ça? Tic, tic, tic. Donc, effectivement, on peut lui rajouter des points, pourquoi pas un nuage. Et donc là, j'ai la pluie qui pleut. Vous voyez, on va vraiment sous-titrer par la manière d'écrire, la couleur et la petite décoration, le mot. Il faut quand même réussir à lire le mot, mais on va vraiment l'orner de tout ce qui convient. Si je prends le mot important, est-ce que je l'écris aussi en minuscule avec du bleu? C'est pas la même ambiance. On dirait ça va faire important en majuscule, en rouge qui fait mal aux yeux. Hop, on va le souligner deux fois. Et qu'est-ce que je pourrais lui rajouter comme petit élément visuel? Un point d'exclamation. Et même si on veut aller jusqu'au visuel avec le triangle, point d'exclamation, voilà, hop, je mets point d'exclamation, point d'exclamation. Et là, je vois vraiment mon important qui est très important, qui me saute aux yeux. Je vous invite à écrire un ou deux mots de quelque chose que vous aimez bien, qui vous met en joie, et de l'écrire façon mot expressif. Et là, c'est vraiment ce qui vous vient, ce qui vous fait plaisir de dessiner, écrire à ce moment-là. Donc moi, j'écris les choses que j'aime bien, mais pour écrire autre chose. Voici pour le texte entre le lettrage et les mots expressifs. Évidemment, en fastation graphique, on va pouvoir aller plus loin avec les bien connus, les célèbres pictogrammes. Les pictogrammes, attention les yeux. Alors là, il s'agira de faire des choses énormes que même vous, vous ne pensez pas être capable. On va commencer par faire tout ensemble un carré. Ensuite, un rond. Ouais, je sais, ça va un peu vite, mais c'est parce que je veux être sûre de tout faire. Un triangle, un point, un trait et une courbe. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'alphabet visuel. Il y a pas mal de personnes qui se sont penchées sur les écritures du monde entier, qui étaient faites d'idéogrammes, vous savez, un peu comme les hiéroglyphes ou quoi que ce soit avec des images, et qui se sont dit, en fait, si on réduit toutes ces images simplifiées en des formes de base, en les réduisant également, on obtient ces formes-là. Et avec ces formes-là, on peut tout dessiner. C'est le principe. Par exemple, donnez-moi une idée de qu'est-ce que je peux faire avec un carré. Télé, ça existe encore ça? Oui, hop là. Donc moi, je te fais la télé, et là, c'est là aussi on voit les représentations avec les antennes sur le dessus. Hein. Autant vous dire ça que... On fait un moniteur, voilà. Tac. Ok. Qu'est-ce que je peux faire avec un rond? La terre. Ok. Qu'est-ce que je peux faire avec un triangle? J'ai entendu un bateau et du fromage, c'est ça? Oui.
Hop, regarde-moi ce bateau incroyable. Voilà, je te fais même la mer autour si tu veux. Et du fromage, plutôt, plutôt emmental, hop, avec des trous. Tuc. Bon, vous avez compris le principe. Notre œil, il retient de la même façon en quantité et en qualité que le dessin soit simple ou élaboré. Quand on fait un dessin simple, ça permet d'être rapide et en plus de pouvoir dire pas mal de choses autour. Si votre dessin, il est très élaboré, par exemple, j'avais fait voilà, mon bateau style caravelle et tout ça, déjà, ça m'aurait pris plus de temps. Je serais moins concentrée sur ce qui se passe et en plus, après, il faut comprendre que c'est une caravelle et tout ça. Alors que là, vous dites, bon, c'est un bateau lambda, ça fonctionne. Donc, c'est ça, c'est la simplicité qui est vraiment la force de ces outils-là. Plus c'est simple, plus c'est facile pour les autres aussi pour vous comprendre et vous à le faire. Donc là, c'est à partir des formes de base, je peux m'amuser à faire des objets, des pictogrammes, mais je peux faire l'inverse. Je vous invite à regarder autour de vous votre environnement immédiat et à repérer un ou deux objets et à le dessiner avec des formes de base. C'est-à-dire de se dire, bah, finalement, ça, c'est quoi sa forme générale? Plutôt carré, rond, triangle. Et je rajoute ensuite quelques traits pour le reconnaître. Il y a même des choses, si finalement on ne le reconnaît pas tant que ça, par exemple, j'ai fait un rectangle, c'est un téléphone. Hein, le téléphone était plus facile à reconnaître dans les années 80. Et ben, il suffit que je rajoute 3 petites courbes et je vois que c'est quelque chose qui émet. Je le petit bouton de l'iPhone et ma foi, ça fait téléphone. Et vous voyez qu'au total, il y a quoi? Il y a 4 traits droits, un point et 3 courbes. Et si vraiment on ne comprend pas ce que c'est, j'écris téléphone. Rappelez-vous, la formule gagnante, c'est texte plus image. Ce n'est pas image toute seule. Il est normal de sous-titrer ces dessins. Ces deux-là vont très bien ensemble. Il y a des images qui sont beaucoup plus faciles à faire de face ou de profil en fonction de ce qu'on veut dessiner. Par exemple, un escalier, hop, je fais quelques traits, ça suffit. Si je voulais faire mon escalier de 3/4, ce serait plus compliqué. Pareil pour ma chaise, mes tables, etc. Je vais me faciliter la vie. Si je veux quelque chose de plus stylisé, ça demande des compétences graphiques qui ne sont pas nécessaires pour la facilitation graphique et qui vont apporter plus de messages graphiques. Ça va donner du style, de l'intérêt, de l'esthétique, mais ça ne va pas forcément m'aider, moi, pour m'exprimer, partager des idées. Donc, vous voyez que tout ça fonctionne. Et c'est ce qu'on va chercher à faire, à représenter les idées de façon à se faire comprendre. Si on a besoin de dessiner quelque chose d'un peu plus complexe que des objets qu'on a sous la main, on peut procéder dans un deuxième temps. Par exemple, est-ce que l'une de vous pourrait me donner un exemple d'un élément que vous aimeriez dessiner, mais vous ne savez pas comment? Une idée, un concept, quelque chose. L'espoir. Peux-tu me dire ce que c'est pour toi l'espoir? Peut-être que espoir, ça ne m'inspire pas, mais les mots qu'elle va utiliser m'inspirent. Avenir, vision, perspective. Donc, je me dis, bah, si je veux faire un truc très, très rapide, sans savoir si c'est vraiment ça, je peux faire un œil parce qu'elle a dit vision, et peut-être une flèche. Et hop, voilà. Le futur sera validé. Ou alors, je peux m'amuser avec un sourire. Bon, bref. Donc là, la créativité a aussi toute sa place. Et ce n'est pas besoin que ce soit le picto ultime pour incarner l'espoir, ce qui, peut-être vous le sentez, ça commence à devenir un travail plus intellectuel, mais simplement de se dire qu'est-ce qui fonctionnerait par rapport à l'idée que j'en ai et celle que j'ai envie de partager. Donc, faites avec ce que vous avez déjà entre les mains pour commencer. Et nos applications de messagerie avec toute une série de vocabulaire visuel à portée de main sont un bon exemple d'éléments visuels simples pour exprimer des idées. Nous pouvons continuer. Donc, tout ce qui est objet et idées, voilà, un peu abstraites, on peut utiliser les pictogrammes. Pour tout ce qui va être action, on a un super outil qui sont les personnages. Alors, pour les personnages, je vais vous en montrer deux que je trouve très intéressants. Le premier, c'est le bonhomme bâton. Ça, tout le monde est capable de le faire. Et ce que je vous invite à faire avec ce bonhomme bâton, c'est à vous amuser à lui faire changer de posture. Hein. On lui monte les bras, les pieds, on voit ce que ça donne. Vous savez, un peu comme les bonhommes articulés que certains utilisent dans le dessin. Ça a un nom, je crois, spécifique. Et on se rend compte qu'en fonction de comment on lui plie le coude,
comment on lève les jambes, etc., eh bien, ça va donner une certaine posture à une certaine action. Nos bonhommes, en fait, on se rend compte qu'aussi, non seulement on peut ajuster leur posture, mais on peut aussi rapidement les personnaliser. Par exemple, le bonhomme qui est ici, celui qui dit qui, moi, eh ben, on peut lui dire, tiens, il serait pas en train de faire du patin à glace, et hop, je lui rajoute avec 3 traits, hop, des patins à glace. Je sais, c'est extraordinaire. Si je veux le faire aller vite, qu'est-ce que je pourrais lui rajouter? On se rend compte que rapidement, on peut leur rajouter à nos bonhommes, tiens, je vais faire ces patins à glace en couleur, tant que j'y suis. On peut rajouter donc des accessoires. On peut rajouter du mouvement. Et on peut rajouter en fait tout ce que va nous inspirer l'univers de la BD. Comme par exemple, quand j'écris le « moi », on peut lui rajouter du texte. Si jamais il est un peu énervé, par exemple, parce que je ne sais pas, il patine, mais pour une mauvaise raison, je peux lui rajouter des symboles. Je vais pouvoir le personnaliser à loisir. Je vais vous montrer un deuxième type de personnage que je trouve vraiment le personnage idéal pour se lancer en fascination graphique. Et tout ce qu'on vient de dire là sur le personnage bâton est également valable. Il va s'agir du personnage qu'on appelle Haricot. Et sa grosse différence, c'est qu'il a un corps. D'accord? Et en fait, ce personnage Haricot, il va donner naissance à tout un tas de personnages. Personnages ronds, personnages carrés, personnages ce que vous voulez. À partir du moment où on retrouve sa tête de rond, en fait, notre œil arrive à l'identifier comme étant un être humain. Donc, ça peut être un rond avec des grandes jambes, ça peut être un triangle hop, avec des chaussures, je peux rajouter des cheveux, etc., etc. Donc, allez-y, donnez-moi un verbe d'action. Vous choisissez écrire ou chanter. Allez-y, je vous laisse trouver écrire ou chanter. Donc, pour écrire, en général, on aura besoin de lui faire écrire quelque chose et souvent de lui faire écrire sur quelque chose. Donc, je vois qu'à mes personnages, je peux aussi rajouter du décor. Et pour chanter, hop, faire un gros plan, je vais rajouter forcément une bouche parce que c'est plus compliqué de chanter la bouche fermée. Et peut-être que je vais rajouter une bulle, du texte. Et là, je ne suis même pas obligée de faire tout mon personnage. Hop, une petite note de musique. J'ai que besoin que le haut du corps pour chanter. On chante rarement avec ses pieds. Alors que si j'avais fait quelqu'un en train de danser, peut-être ça aurait été plus facile à comprendre si je l'avais fait en entier. Donc, vous voyez bien l'intérêt de pouvoir rajouter des éléments pour qu'on puisse comprendre ce qu'est en train de fabriquer votre personnage. Un autre élément qu'on peut lui rajouter, surtout si on fait du gros plan, c'est tout ce qui va être de l'ordre des émotions. Pour faire des émotions, il suffit d'avoir des yeux et des bouches et de les combiner ensemble. Donc là, s'il est très content de chanter, hop, je peux lui faire des yeux contents et une bouche contente. Par contre, si je fais quelqu'un, par exemple, qui n'est pas content, hop, je lui mets des traits d'émotion pas content. Donc, vous pouvez vous entraîner en faisant un ou deux ronds et à vous amuser à combiner des yeux et des bouches et à voir ce que ça donne. C'est souvent très efficace et permet d'exprimer très facilement, très rapidement une intention, des émotions. C'est vraiment universel. Il nous reste une dernière catégorie d'ingrédients qui va plus être la catégorie pour rendre notre message plus clair, plus lisible. Mais globalement, si vous voulez exprimer un message, une idée, ça passe par le texte, les pictogrammes, les personnages. Donc, ce qui va nous rester, c'est ce qu'on appelle les cadres et connecteurs. J'avance un peu, mais là, c'est simplement pour vous montrer ce qui existe, parce qu'il y a moins d'efforts de créativité, en tout cas à mon sens, pour ces éléments-là. Donc, cadre, c'est tout ce qui va nous permettre de séparer des éléments, mettre ensemble d'autres éléments. Rien qu'avec des carrés, je peux faire des cadres incroyables. Par exemple, je vous invite à faire 3 carrés. Il y en a un, on va faire comme s'il y avait une feuille
qui était plié et que ça reposait sur le sol. Vous voyez, j'ai juste fait un triangle et ça nous fait un petit carré en 3D. C'est incroyable. Il y en a un deuxième. On va faire comme si c'était 2 feuilles l'une sous l'autre, comme 2 feuillets. Et ça nous donne aussi quelque chose de très sympa. Et le troisième, on va faire des bannières. Donc, on fait un fanion, c'est une espèce de M, mais qui dépasse jusqu'à en dessous de mon rectangle. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai mes M là. Je ferme mes M. Donc là, c'est déjà sympa. Et je vais relier l'angle de mon fanion et l'angle de mon rectangle. Et ça me fait un effet 3D très sympa. Donc, un cadre, ça peut être sur la base d'un rectangle, comme vous le voyez. Mais ça peut être aussi, finalement, une forme plutôt allongée, mais qui n'est pas un rectangle. Regardez, si je reprends mes bannières, je peux aussi partir de là. Ou simplement, hop, faire un triangle d'un côté, un triangle de l'autre. Je peux partir de rond et faire comme si c'était accroché en l'air, de nuages, comme les bulles de pensée, etc., etc. Peut-être certaines d'entre vous connaissent le bullet journal. On apprend à faire toute une série de cadres. Et là, l'idée, c'est vraiment une recherche de clarté, d'esthétique. Vous voyez qu'on est moins dans une recherche de créer un sens spécifique. Ça, c'est plutôt avec les autres ingrédients. Et enfin, les connecteurs, c'est les flèches. Flèches, lignes. Et comme on l'a vu au début de notre atelier, en abstrait, on arrive à exprimer des émotions, des énergies. Ben, c'est pareil avec les flèches. Finalement, si je me dis, voilà, lui, de là à là, c'est la relation entre les deux, c'est mes petits bonhommes là que j'ai fait en dessous, elle a changé. Si ma relation, elle est plutôt voilà, pleine de rondeur, si elle est plutôt chaotique, voire en pointillé, vous voyez qu'on n'exprime pas les mêmes choses en fonction du type de flèche qu'on va utiliser, le type de ligne. Et on le voit que j'ai relié aussi mes ingrédients au titre de mon document. On voit bien le lien entre les deux. Et c'est extraordinaire. Mes lignes peuvent me servir aussi à délimiter si je veux encore plus appuyer la clarté pour un contenu clair et engageant. Donc, avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour créer déjà votre premier objet de facilitation graphique. Et donc, je vais vous inviter à prendre une nouvelle page toute neuve pour notre activité d'application. C'est parti pour l'application. Et l'idée, c'est en fait, je vais vous poser une question. Et je vais vous inviter à prendre la première chose qui vous vient. Et ça, souvent, c'est assez important. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas tant le message qui compte, le fait d'avoir la bonne réponse qui compte, mais vraiment l'intention qu'on y met derrière. Donc, une question, prendre la première réponse qui vient et ensuite prendre le temps, mettre le soin à répondre de manière graphique autour de cette question. La question est, qu'est-ce qui m'appelle pour cette rentrée? Donc, la rentrée est déjà un peu passée, mais qu'est-ce qui m'appelle en tout cas dans ce nouvel élan, cette nouvelle saison qui s'annonce? Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce qui vient là? Et c'est vraiment une question très ouverte et vous prenez la première réponse qui vous vient. Cette première réponse, vous l'écrivez avec des mots où on fait varier le lettrage, avec des mots expressifs. On l'illustre avec des pictos, peut-être des mots-clés pour préciser encore un peu. Et à la fin, on rajoute un joli cadre. Donc, c'est une création spontanée. Donc, ça n'a pas comme fonction d'être un document de communication. C'est vraiment d'exprimer des idées. Et vous allez voir que ce qui va être intéressant, c'est ce qu'on en fait. OK, allez, on affiche à l'écran, hop, nos messages de rentrée de l'été. N'hésitez pas à vraiment faire le cadre autour de votre dessin. Vous verrez que ça permet de le terminer et de dire ça, c'est le début de mon dessin, ça, c'est la fin de mon dessin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 4 minutes, là, 2 minutes chacun. Et vous allez voir que c'est un temps qui est important pour ça. C'est de dire, en fait, chacun va présenter son dessin au binôme qui sera désigné par la machine ou par Sophie. Présenter le dessin factuellement.
Donc, on n'est pas sur du jugement à dire ah, j'ai fait ça, là, 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 mais vraiment juste voici ce que j'ai dessiné. Et l'autre va nous faire le retour de qu'est-ce que je vois dans ce dessin, à travers ce dessin. Voilà. Alors, merci en tout cas d'avoir pris ce temps-là d'échange. C'est vrai que des fois, quand on est un peu pris par le temps, on se dit bah, on a créé quelque chose finalement. Voilà, on a fait l'atelier, on a pratiqué, appliqué sur une question qu'on s'est posée personnellement et on pourrait s'arrêter là. Et en fait, c'est pour vous montrer que la facilitation graphique, c'est vraiment un support de conversation. Donc là, par exemple, voilà, ce que nous dit Yona, voir que mon message a été bien compris à partir de ce que j'ai représenté. En fait, ce support-là, c'est un moment, c'est un outil qui crée du mouvement. À la fois, moi vers l'autre, peut-être je vais mieux communiquer quelque chose, mais l'autre va pouvoir aussi m'apporter sur mon propre dessin et que je vais ensuite pouvoir réintégrer dans autre chose. Donc la facilitation graphique, oui, on crée quelque chose avec du visuel graphique, mais il y a aussi le terme facilitation qui est censé faciliter quelque chose. Et en ce qui nous concerne, c'est les échanges entre nous. Donc ça ouvre vraiment un champ de possibles incroyable. Donc, pour vous donner quelques éléments, donc sur ça, on a une approche avec Sophie et Percolab qui est vraiment très précise concernant la facilitation graphique. C'est vraiment des outils pour faciliter nos projets. Donc, on va mieux comprendre comment on fonctionne individuellement. Donc, c'est vraiment du développement de compétences professionnelles. Et on va aussi pouvoir mieux travailler sur ces projets individuels et collectifs. Donc, on a des dates sur Toulouse en présence. On a des dates aussi sur d'autres types de formations qui est aussi à Toulouse, où on va proposer de compléter une boîte à outils de facilitateurs, facilitatrices par des outils visuels. Par exemple, là, ce qu'on a fait ensemble, vous pourrez le faire avec des participants. Ça ouvre d'autres possibles, leur dire, bah, allez-y, on va tous répondre à une question en dessinant. On va aussi pouvoir proposer de faire des captures graphiques en temps réel, mais là aussi avec une intention pour aider des projets. Donc, moins sur le côté communication, mais vraiment outil d'aide à la pensée. Et la grande innovation, la grande nouveauté, ce qu'on vous propose avec Sophie, c'est une formation en ligne qu'on a pensé avec différentes modalités, à la fois avec des visions en live, mais aussi des vidéos qui se font avec un parcours autonome et le tout dans une métaphore de voyage du héros, parce qu'on s'est dit que voilà, on est tous assez pris dans notre quotidien. Donc, si on a une possibilité de regarder ces vidéos avec envie et jeu et joie, ce serait encore mieux. Donc, on a une session en février. On réitère avec une nouvelle plateforme là, fin octobre et sur le mois de novembre. Et ça va être une super aventure qu'on vous propose avec des prix très attractifs. Et on se tient à votre disposition pour vous en dire plus. Bah, merci beaucoup à toutes et vraiment ravie d'avoir pu partager ces outils. Nous, c'est vraiment cette idée de vous proposer cet élan-là parce que je pense que ça peut aider plein de personnes sur plein de sujets. Souvent, j'aime bien faire aussi la comparaison avec la voiture parce que je ne sais pas s'il y en a qui conduisent ici, mais pour ceux qui conduisent aujourd'hui, souvent, ça vous paraît naturel. Vous y réfléchissez pas trop, mais quelqu'un qui n'a jamais conduit trouve ça incroyable. Comment vous faites pour prendre le volant, appuyer sur la pédale, regarder machin. Et en fait, il y a plein de choses qu'on automatise. Comme vous disiez sur, voilà, il y a un processus derrière. En fait, c'est vraiment une d'état d'esprit. Petit à petit, on fait les choses. Oui, il y a de la pratique. C'est prendre l'habitude, les carrés, les ronds et tout ça. Mais il y a aussi un peu une forme de détente et de mouvement. Donc, bah, écoutez, c'était vraiment un plaisir, vraiment, de partager ce temps-là avec vous. Et très bonne continuation.